Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Piolle, merci de nous rejoindre. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, c'est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Parfait, bonsoir à vous. Merci de venir pour cette conférence qui sera bientôt, qui est l'avant-dernière conférence pour notre association pour cette saison 2020-2021. Voilà, pour parler d'un sujet toujours très intéressant dont vous pouvez parler à double titre puisque vous êtes bien évidemment maire de Grenoble, mais également membre d'Europe Écologie Les Verts. Ce soir, nous allons donc nous intéresser à la ville de demain et se poser des questions, savoir en quoi l'écologie peut apporter des solutions. Cette conférence sera animée par Flavie et Redouane tout à l'heure. Il y aura ensuite à la fin l'opportunité pour le public qui s'est réuni de poser des questions. Vous pouvez pour cela utiliser le chat pour pouvoir poser l'ensemble des questions qui vous intéressent et que vous souhaitez que l'on pose à M. Piolle. Mais avant cela, nous allons démarrer par une des traditions de nos conférences à Géant Débat. Il s'agit du billet d'humeur. Ce sera fait par Mathéo et Jordan. Voilà. Avant de démarrer donc par ce billet d'humeur, je souhaiterais remercier au nom de l'association Géant Débat notre partenaire, Grenoble École de Management, pour avoir permis de réaliser cette conférence. Voilà. Jordan et Mathéo, c'est à vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Piolle. Vous êtes né le 6 janvier 1973 dans la magnifique région qui est le Béarn, à Pau plus précisément. Entouré de vos parents, tous les deux travaillant au CNRS, vous restez dans la ville d'Henri IV jusqu'à la fin de votre lycée avant de vous envoler pour Grenoble, où vous intégrez l'École nationale supérieure de génie industriel. Ingénieur de formation, vous n'êtes donc pas comme tous ces politiques déconnectés de la réalité qui baignent dans le milieu depuis leur tendre enfance. En effet, vous avez longtemps travaillé dans le secteur industriel et avez même cofondé votre propre société spécialisée en gestion de risques financiers. C'est en 1997, à seulement 24 ans, que vous candidatez aux législatives de la 8e circonscription de l'Isère, puis après avoir été engagé au sein du mouvement Semaine de 4 jours, puis après avoir été engagé au parti Nouvelle Donne, vous intégrez le parti Europe Écologie Les Verts et obtenez vos premiers succès électoraux. Votre parcours politique a atteint son pic lorsqu'en 2014, le tonnerre gronde dans l'une des villes de France les plus polluées. Pour la première fois dans une ville française de plus de 100 000 habitants, un maire d'Europe Écologie Les Verts est élu. Mais un mandat ne vous a pas suffi. Vous vous représentez en 2019 en tête de la liste Grenoble en commun et soutenu par l'ensemble de la gauche, mis à part peut-être le PS. Vous obtenez 46,7% des suffrages exprimés au premier tour et vous accédez ainsi confortablement à votre second mandat. Au cours de ces deux mandats, vous avez mené une politique des solidarités fortes, notamment via l'accueil des réfugiés, ainsi que la mise à disposition de logements vides promis à la démolition des SDF. Vous avez également mis en place une politique de sécurité publique assez controversée, notamment avec le retrait des caméras de surveillance dans les rues. Vous avez fait de Grenoble le premier de la classe concernant le passage à une alimentation moins carnée dans les cantines d'école. Mais vous continuez d'assumer votre grande passion pour le confit de canard. Vous avez également mené une politique sportive active, notamment en décuplant le nombre de pistes cyclables de la ville. D'ailleurs, amis grenoblois, ouvrez bien les yeux. Il y a bien un endroit où vous pouvez croiser M. Piolle, c'est bien sur les autoroutes cyclables. En outre, vous prenez des positions fortes sur des sujets tranchants tels que l'immigration, les mouvements sociaux, la légalisation du cannabis ou bien encore la 5G. Beaucoup vous voient comme le futur candidat d'Europe Écologie Les Verts pour les présidentielles de 2022, mais pour l'instant, vous préférez vous concentrer sur les élections régionales, parcourant la France pour témoigner de votre soutien aux différents candidats écologistes. Aujourd'hui, vous avez été nominé pour devenir le meilleur maire du monde. Et oui, car vous avez été sélectionné avec 31 de vos homologues pour concourir à ce merveilleux titre. Grenoble concourt aux côtés de Mexico City, Melbourne ou encore Washington. La classe. Dernier fait notoire à mentionner, vous avez publié en 2019 votre premier ouvrage, un ouvrage manifeste autobiographique, dans lequel vous traitez notamment du concept des villes de demain, et dont nous aurons très certainement l'occasion de parler lors de cette conférence, qui s'intitule « Vers la ville de demain, l'écologie des solutions ». Nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable conférence et laissons la parole à Flavie et Redouane, ainsi qu'à vous, M. Piolle. Merci. Merci. Eh bien, merci pour votre écoute, Monsieur Piolle. On va vous laisser, avant de démarrer les questions débat sur cette conférence donc, qui concerne le thème de la ville de demain, introduire durant une quinzaine de minutes votre propos pour présenter votre vision sur la ville de demain et sur les solutions que l'écologie peut apporter.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces quelques mots de présentation sympathiques. Merci aussi à toutes et à tous. Donc, je ne sais pas si vous êtes nombreux dans l'amphi là, ou si c'est un tout petit comité et que c'est essentiellement sur Internet. J'imagine que oui. Et c'est un format un peu singulier, mais finalement, nous sommes habitués dans ce temps de Covid. C'est sans doute d'ailleurs, alors pour nous qui habitons la même ville, ça ne se pose pas, mais c'est sans doute un des avantages de cette période de crise majeure pour notre société à l'échelle mondiale, c'est que nous avons découvert que nous pouvions intervenir dans plein d'endroits sans nous déplacer. Et ce qui restera, j'espère, du Covid, c'est au moins pour le monde scientifique et universitaire cette capacité à aller chercher des ressources un peu partout et à les mobiliser sur un temps délimité et du coup de façon beaucoup plus accessible. Merci à Grenoble École de Management et à vous étudiants. Je mesure que étudier dans la période est extrêmement compliquée. Bon, je l'expérimente moi-même puisque j'ai 4 enfants et donc évidemment je vois ce que ça peut donner. Mais je crois que c'est un temps extrêmement singulier pour la jeunesse dans son ensemble et pour le monde de la culture. C'est de mon point de vue les deux grands angles morts de cette gestion de crise qui est finalement assez inquiétante aussi pour notre futur. Donc, je vous félicite de continuer à porter des projets pendant cette période. Je crois que ça mobilise, ça rompt l'isolement, ça permet de se projeter à l'avenir. Et je crois que nous avons besoin de cela. C'était un acteur culturel lors d'un de mes récents déplacements à Montpellier qui disait qu'on manque d'avenir. Et je crois effectivement que le monde manque d'avenir en ce moment. Alors, un tout petit mot d'introduction, parce que ce qui m'intéresse, c'est évidemment les échanges, et particulièrement là où je ne vous vois pas, c'est encore plus sur les échanges et les questions-réponses. Sinon, on pourrait regarder des vidéos des uns et des autres un peu partout. Quelques petits mots sur cette écologie urbaine qui est la première peut-être à émerger dans l'exercice des responsabilités et du pouvoir en France. Ça avait été le cas en Allemagne dès le début des années 2000 et qui, ça ne veut pas dire que l'écologie se limite à la commune, à l'espace territorial. C'est un projet de société global qui s'incarne, qui se traduit sur des territoires à différentes échelles. Mais ce qui me frappe là, c'est qu'avec ce qui s'est passé dans les élections de juin 2020, un peu partout, il y a une étape qui a été franchie, parce qu'en 2014, quand nous sommes arrivés à la tête de la municipalité de Grenoble, nous étions les premiers, il y avait un caractère premier, un caractère pionnier et l'ensemble du système qui disait que c'était un accident de l'histoire et que nous serions balayés ou que nous exploserions en vol. Quelques années après, nous n'avons pas explosé, loin s'en faut. Nous avons au contraire confirmé une conduite de l'action publique à la fois sobre, ambitieuse dans ses réformes, se coltinant à la réalité. Et ce qui m'intéressait moi quand je me suis engagé, alors mes engagements des années 90 qui ont été mentionnés, c'était des engagements associatifs, ce n'étaient pas des partis politiques, qui étaient monothématiques, et notamment autour de la réduction du temps de travail. Mon engagement en politique, il date de l'automne 2009 et c'est au sein d'Europe Écologie Les Verts. Mais cet engagement, il vise à conduire des solutions qui sont bonnes pour tout de suite et bonnes pour demain. Et je dirais qu'il y a 3 dimensions qui m'intéressent tout particulièrement. Le fait que l'écologie propose des solutions qui sont bonnes pour toutes et tous, et notamment pour les plus modestes, donc qui permettent de réduire des inégalités, qui avancent dans la justice sociale. Et après 40 ans d'un modèle néolibéral qui s'est imposé un peu partout dans le monde, nous avons besoin de cela. Ça tombe bien, hein, les 3 ou 4 postes principaux de gaz à effet de serre sont aussi les premiers postes de dépenses des ménages, le logement, l'alimentation, la mobilité. Et donc, agir dessus permet à la fois de réduire
notre facture climatique, mais également de réduire notre facture tout court et donc de réduire les inégalités. C'est évidemment le cas pour la mobilité, avec le covoiturage, l'autopartage, avec le coût que représente une voiture en propriété, hein, et ce phénomène assez singulier, qui veut dire qu'il faut passer par la propriété pour pouvoir se déplacer, alors que nous pouvons regarder quels sont nos besoins et regarder quels sont l'éventail des solutions pour répondre à ces besoins. Nous avons d'ailleurs dans le mandat précédent divisé par 2 les tarifs des transports en commun pour les jeunes, pour les 18-25 ans. Nous voulions aller jusqu'à la gratuité. Nous n'avons pas eu, après 3 premières années où nous arrivions à baisser de 5 € en 5 € ces tarifs, quand nous sommes arrivés à 15 €, il n'y avait plus de consensus politique avec les autres formations au sein du syndicat de mobilité. Mais je crois que nous l'avions fait parce que la mobilité est ce qui pèse le plus sur le budget des jeunes. Isolation des logements, évidemment, hein. 12% des Français ont connu des difficultés pour payer leur facture d'énergie en 2019, donc avant le Covid, et près de 4 millions de personnes, de ménages, se retrouvent en situation de précarité énergétique. Donc là aussi, lutter contre les émissions de gaz à effet de serre du secteur du logement, c'est évidemment aussi s'attaquer à des formes de précarité. On pense à l'hiver, mais de plus en plus, nous allons penser à l'été, parce que les temps de canicule vont se multiplier. On nous promet 46 jours de canicule en 2050 à Grenoble, là où en moyenne, malgré la sensation de chaleur, nous ne vivons que 3 jours de canicule au sens technique du terme. Alimentation avec, on pourrait citer les cantines scolaires, hein, 78 centimes par repas, pour un repas à 60% bio et local, presque 2 repas végétariens par semaine, nous y serons en fin d'année, et 2500 enfants qui bénéficient de ce tarif à 78 centimes tous les jours. Il y a là un vrai vecteur social. Deuxième pan de cette écologie politique, des solutions qui sont bonnes pour tout de suite et bonnes pour demain, cette articulation du court terme et du long terme, se réconcilier avec son avenir, c'est fondamental pour nos sociétés aujourd'hui, sinon on a l'impression d'être pris dans un espèce d'entonnoir, hein, qui ne conduit qu'au pire. Donc retrouver de l'espace et se dire que nous travaillons à construire un avenir meilleur, c'est important. Avec la préservation des ressources, c'est vrai pour quand on réduit les fuites d'eau, c'est vrai pour l'économie locale et circulaire. C'est vrai pour la résistance au choc et l'entraînement face aux crises. On en a vécu une pour le Covid, mais on pourrait imaginer des crises de délestage électrique. Préparer aussi nos villes au réchauffement en plantant des arbres, 5000 arbres plantés sur 18 km². Donc, c'est un vrai effort massif qui a été fait. Nous en planterons 10 000 de plus à horizon 2030. Rendre le lac de la Villeneuve baignable, bref, lutter contre ce que nous savons déjà être un réchauffement et donc nous adapter à ce réchauffement qui est déjà là, c'est majeur et donc ça travaille pour l'avenir. Et puis les actions sur la santé physique et mentale, que ce soit pour la qualité de l'air, ou que ce soit là aussi les pratiques sportives et tout ce que nous avons mis en place pour faciliter ces pratiques sportives, l'égalité femmes-hommes également dans le sport, et là aussi lutter contre des inégalités sociales bien connues autour de l'obésité et des maladies chroniques en général. Troisième pan de cette écologie des solutions, celle qui facilite le quotidien, qui inspire au quotidien. C'est peut-être plus léger, mais il n'empêche que la joie du vélo qui double un bouchon, c'est toujours extrêmement réjouissant. En tout cas, pour moi, je ne m'en lasse pas. Le regard sur les montagnes, la capacité de discuter au feu avec son voisin, des logements qui sont isolés, qui sont confortables, sans courant d'air, où on dépense moins, où on se sent en meilleure santé. Ça aussi, c'est pour notre quotidien, je trouve que c'est important. Des places arborées, des sols clairs, un espace public qui redevient un espace commun. Quand on pense, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes arrivés à Grenoble toutes et tous, là, mais la rue de la République auparavant, hein, avec les voitures qui traversaient la place Grenette, moi ça avait été un de mes premiers chocs quand je suis arrivé à Grenoble en 93, jeune étudiant, ou redécouvrir la largeur de la rue Chenoise, par exemple, ou de la rue Millet. Clairement, là, nous avons
un aménagement de l'espace public qui est aussi un moment de réjouissance et de partage. Donc voilà ce qui est pour moi cette écologie concrète des solutions, hein, qui vise en tant que leader politique à basculer d'une logique de lanceur d'alerte que nous avons été et que nos prédécesseurs ont été pendant très longtemps, basculer de cette culture de lanceur d'alerte et de contre-pouvoir à une culture d'exercice du pouvoir, pas le pouvoir pour le pouvoir, mais le pouvoir de changer la vie au quotidien. Et c'est ce que nous faisons aussi avec un pouvoir d'entraînement à l'échelle du territoire, hein, puisque c'est ce qu'ont montré les élections de 2020. Non seulement il y a eu confirmation à Grenoble, de façon notable, puisque nous avons gagné au premier tour en plus de 30% de voix et que nous sommes les seuls sortants parmi les 25 premières villes de France à avoir gagné des voix entre 2014 et 2020. Mais il y a eu également des effets autour, là, à Saint-Égrève, à Visil, à Hébin, mais également dans des villages un peu partout. Donc, un effet d'entraînement qui se traduit aussi dans les plans d'aménagement, les plans de déplacement urbain, les plans locaux d'habitat à l'échelle métropolitaine, le plan de publicité, le règlement de publicité à l'échelle intercommunale, l'encadrement des loyers que nous avons voté cet automne ou l'augmentation de l'ambition du plan énergie-climat. Donc, ça montre que là aussi, il y a une force d'entraînement qui est réjouissante. Et je trouve que c'est ça qui dessine. Hein. Je me disais que je m'étais engagé en politique pour donner un débouché politique à ce que je sentais être une majorité culturelle. Cette majorité culturelle se révèle petit à petit. Ça ne réduit pas sa diversité de mode de vie, mais ça la fédère derrière quelque chose de positif qui est inspirant pour nous, pour vous, pour nos enfants et les générations à venir, mais déjà pour nous, pour donner du sens à nos vies et vivre mieux, hein, dans un monde qui est sous une pression néolibérale de perte du vivant et de réchauffement climatique assez incroyable. Bien. Ce que vous avez très bien qualifié d'accident de l'histoire, ce qui a été décrit en tout cas en 2014, a été balayé de revers lors de la dernière élection municipale de 2020, et pas qu'à Grenoble. Dans la dynamique électorale des européennes aussi en 2019, on a pu voir cette confirmation de ce que vous décriez. Le mouvement écologiste termine en tête à Lyon, à Bordeaux, Strasbourg, Poitiers et bien entendu ici à Grenoble. Comment expliquerez-vous cette prise de conscience et ce qu'on peut qualifier de vague verte qui tend à s'imposer dans les préoccupations françaises? Il y a, pendant longtemps, ça a été le temps des lanceurs d'alerte. Hein. Le rapport Meadows 72, le premier candidat à l'élection présidentielle, René Dumont, qui boit son verre d'eau pour montrer que c'est quelque chose de rare et de précieux, c'est 74. Les prémices du mouvement du développement durable, qui est en fait une digestion du système néolibéral, de ses propres contradictions. Hein. Ça, c'est le milieu des années 80, donc 15 ans après le premier sommet de la Terre de Stockholm en 72. La promesse de progrès social et économique qui durait depuis l'après-guerre s'est essoufflée. Il n'y a plus de progrès social, donc l'avenir n'est plus désirable. Et l'environnement surgit comme menace supplémentaire sur cet avenir. Donc là, se fonde ce mouvement autour des 4 piliers, le social et l'économique, certes, ça qui reste de l'après-guerre, et puis les problématiques environnementales et assez vite après de gouvernance. Mais ce mouvement va être un mouvement qui, y compris à l'échelle de la science, va mettre du temps à émerger. Hein. La création du GIEC, c'est 1788, donc ce n'est pas si vieux, et jusqu'au milieu des années, jusqu'à même la fin des années 2000, il y a, alors qu'il y a une quasi-unité chez les scientifiques, c'est-à-dire c'est 99% qui reconnaissent l'impact humain sur le changement climatique et ses conséquences graves, et 1% qui serait dans une autre, c'est même, je pense, moins que cela. Dans les médias, c'est encore 50-50. Donc le poids, hein, la prise de conscience n'est pas là. Dans les médias, c'est encore 50-50. Puis, il y a une bascule. Et cette bascule, cette prise de conscience collective va permettre quelque part aux écologistes de changer de posture. Ça, c'est l'arrivée de cette nouvelle génération d'écologistes comme moi, hein, où on dit les écologistes, ils étaient connus pour être compétents, pour s'appuyer sur la science, pour avoir le sens de l'intérêt général, pour être travailleurs. Mais ils étaient connus pour être ces lanceurs d'alerte et ces contre-pouvoirs. Donc, nous, on arrive et on dit, en fait, voilà, on va garder les forces, compétences, s'appuyer sur la science, capacité de travail, sens de l'intérêt général, mais il faut scoltiner la réalité
donc ne plus sortir de cette logique de lanceur d'alerte, puisque l'alerte est lancée et que les nouvelles alertes, elles sont très bien pesées par des mouvements associatifs très spécifiques. On l'a vu sur des scandales autour du médicament, autour des OGM, autour de différents mouvements. Donc, sortons de cela et fédérons derrière un projet de société qui vise en fait à réencapsuler le modèle néolibéral qui sacralise l'économie, donc à réencapsuler cette économie dans des enjeux qui sont plus importants, plus forts. Comment nous pouvons assurer la reproduction de notre société dans des bonnes conditions, comment pouvons-nous vivre avec plus de justice sociale, comment pouvons-nous vivre de façon plus épanouie. Et donc ça, c'est ce que moi j'ai essayé d'amener à Grenoble en 2014 et ce qui s'est propagé petit à petit, un changement de culture, c'est de se dire nous travaillons pour exercer le pouvoir de changer les choses. Et c'est là que nous en sommes aujourd'hui avec des enjeux là pour les départementales et les régionales et des enjeux l'année prochaine pour les présidentielles. Ça, c'est vrai en France, mais on pourrait dire la même chose avec un mouvement un peu différent dans le calendrier, mais en Allemagne, avec peut-être pour la première fois une chancelière verte en Allemagne après les élections du 26 septembre, si, comme je l'espère, les résultats confortent la dynamique écologiste en Allemagne qui a pris forme ces derniers mois. Alors, vous nous dites que depuis 2014 et surtout depuis 2020, on était surtout dans des grandes annonces, mais il n'y avait rien de concret, il n'y avait pas d'action. Ce que vous décrivez donc être votre nouvelle génération écologiste, elle entend passer à l'action. Est-ce que c'est ce qui vous a permis, est-ce le fruit de vos efforts donc depuis votre élection 2014, qui vous a permis pour la ville de Grenoble d'être nommée capitale verte européenne en 2022? Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord que le territoire grenoblois a eu, les écologistes, ils pèsent depuis longtemps. Ils avaient déjà fait 15% aux élections de 2008, ils avaient fait 21% aux élections de 2001. Ils étaient en autonomie depuis 1977. Il y a eu des personnes qui avaient déjà porté, je me rappelle du maire socialiste de Poisa, de Giers, Jean-Marc Curie, qui portait les questions de pollution de l'air au virage des années 2010 et qui a démissionné de façon tonitruante pour dire parce qu'il dénonçait l'inaction de la métropole en termes de qualité de l'air. Donc il y a un climat qui avait fait ses preuves aussi parce que c'est les écologistes qui ont fait tomber le système Carignan, le système corruptif des années 80-90, parce qu'ils ont poussé et permis la remunicipalisation de l'eau et d'une eau pure et non traitée qui fait maintenant notre histoire et notre fierté. Donc il y a eu cette culture-là qui a bougé grandement les choses. Et cet exercice du pouvoir, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne nous a pas cabossé, au contraire, il a plutôt conforté et élargi l'assise politique. Et ça me semble aussi intéressant parce que en travaillant de façon concrète, sans pouvoir magique, au quotidien, sur les questions de logement, de mobilité, d'alimentation, d'espace public, de santé, en ayant des politiques qui sont à la fois cohérentes et courageuses, en entendant le message de la science plutôt que de nous dire qu'on va continuer le modèle d'avant, même si tout nous dit, tous les indicateurs nous disent qu'il va dans le mur, que ce soit sur le chômage, les inégalités sociales, les inégalités de patrimoine à l'échelle mondiale, à l'échelle française, les inégalités en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Le rapport d'Oxfam pointait que les 10% les plus riches émettaient 52% des gaz à effet de serre. Donc, il y a clairement là aussi des inégalités majeures. Donc, mailler cette question sociale et cette question environnementale, redonner de la subsidiarité, donc, du pouvoir de décision et du pouvoir d'agir partout, c'est ça qui génère une prise de conscience que nous pouvons y arriver plutôt que de faire de la planif, comme des étudiants préparant leurs examens de très loin, faire de la planif pour les examens du mois de juin, mais sans rien faire semaine après semaine, garder le même objectif final, tout en se disant qu'on travaillera plus tard. Pour l'instant, bon, voilà, on ne fait rien, mais sans doute qu'on peut encore s'en sortir. Je crois au contraire que je ne dis pas que ce n'est pas ça qu'il faut faire pour vos études, chacun gère ça. Moi, j'ai passé de très bonnes études ici de façon très ludique, tout en apprenant des choses sans forcément trop travailler. Mais par contre, pour ce qui est de nos vies,
et de la planète, en fait, ce qui nous donne confiance, ce qui nous réjouit, ce qui nous emballe, ce qui nous enthousiasme, ce qui éveille notre curiosité, c'est aujourd'hui de mettre en œuvre tout de suite des actions du quotidien qui se disent oui, on a relevé des défis ensemble, donc on peut aller plus loin. Et Capitale verte européenne, donc il y a cette histoire-là, il y a ce courage de mettre en œuvre et cette ambition qui est concrète, actualisée. Donc il y avait 12 critères pour être nommé Capitale verte européenne, qui étaient à la fois des critères autour du climat, atténuation et lutte contre les dérèglements climatiques, des questions autour de la pollution, l'air, l'eau, le bruit, la gestion des déchets et l'économie circulaire, des questions de gouvernance. Donc, nous étions classés premier ou deuxième dans 11 des 12 catégories, troisième dans le dernier. Et c'est la première fois qu'il y avait une ville qui obtenait ce titre dès sa première candidature. Ce qui est intéressant pour moi, les titres, voilà, c'est des titres. Hein. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça permet de cultiver une fierté. Pour avancer, il faut déjà être un peu fier de ce qu'on fait et d'amplifier ces changements et que tout le monde y ait une place. Là, ça a permis, Capitale verte européenne, de mettre le monde économique avec le monde de la culture, du sport, les institutions, la société civile, le monde académique. Tout le monde se fédère. On a lancé un conseil scientifique il y a 37 chercheurs et enseignants-chercheurs de toutes disciplines de Grenoble. Il y a des partenariats économiques très forts. Il y a pour tout le monde des défis à adopter dans ces 12 catégories. Donc, ça permet à tout le monde d'être partie prenante et de se dire qu'on travaille pour tout de suite et qu'on travaille pour demain. Très bien. Vous avez parlé des mobilités, qui est un point important de votre mandat, et vous avez déclaré en 2020 « Hier, on voyait le vélo comme responsable de tous les maux à venir pour le centre-ville. Aujourd'hui, nous sommes devenus la capitale du vélo et cela n'a pas effondré l'économie. » Donc, pouvez-vous nous faire un bilan de votre politique de mobilité ? Alors, un bilan, on est en chemin, hein, donc il y a encore énormément à faire et des enjeux extrêmement forts à conduire encore. Donc, clairement, ce que nous avons cherché à faire, c'est plusieurs choses. D'abord, en termes de logique, c'est privilégier la marche partout où on le peut, le vélo et les transports en commun, puis l'autopartage et le covoiturage, puis de changer la mobilité en allant vers des véhicules électriques, des véhicules rétrofit, c'est-à-dire dont on change le moteur et on ne change pas tout le véhicule, des véhicules hybrides, mais il y a l'ensemble de ces priorités qui sont embarquées. La mobilité est éminemment le fruit de modes de vie et de culture. C'est-à-dire que vous adoptez votre mobilité en fonction de ce qui est cool et ce qui est ringard. Je ne sais pas si votre génération a eu accès à un film assez rigolo, mais qui s'appelait « Les dieux sont tombés sur la tête ». Et bon, qui était un film un peu rigolo, mais une image marquante qui faisait rire tout le monde, mais qui était assez symptomatique de la culture des années 80, c'est que quelqu'un sortait de son pavillon en voiture pour aller poster la lettre à la boîte aux lettres qui était à 300 mètres de là, et puis il revenait en marche arrière comme ça. Parce que dans notre imaginaire, la voiture, c'était la liberté. Moi, quand j'avais 18 ans, voilà, le premier objectif, c'était de passer le permis. Puis, quand j'ai pu avoir une voiture, en arrivant d'ailleurs à Grenoble, c'était la liberté. On pouvait trimballer les copains, on se sentait libre. Bon. Ce qui, aujourd'hui, est un sentiment de liberté chez les jeunes, je l'espère, c'est de pouvoir se déplacer par plein de moyens différents, sans polluer la planète. Et d'abord, d'utiliser le vélo parce que le vélo, c'est cool. Voilà. Quand on bascule d'un mode de transport à un autre, d'un mode de déplacement à un autre, c'est qu'on trouve ça cool. On peut trouver cool de marcher parce qu'on fait de l'exercice, qu'on rencontre des gens, qu'on voit la ville à des heures où on n'a pas l'habitude de la fréquenter. On peut faire du vélo parce qu'on trouve qu'on fait de l'exercice, qu'on voit les montagnes de plein de chemins différents, qu'on double toutes ces voitures qui sont stockées là et que c'est drôle, que c'est pratique de pouvoir être sûr du temps qu'on met pour aller d'un point à un autre. Mais quoi qu'il arrive, ce qui définit le choix de notre mode de transport, c'est un arbitrage qui à la fin se résume à qu'est-ce qui est cool et qu'est-ce qui est ringard pour moi. Et grosso modo, c'est ça, ce qui fait que la politique vélo, elle a explosé, la pratique du vélo, elle a explosé avant même que nous ayons mis en place les infrastructures. Les chrono-vélos sont arrivés très tard. Et donc maintenant, nous sommes en permanence débordés.
poussé par les cyclistes et en retard sur le développement des infrastructures. Et ça veut dire que c'est bon signe. Voir les stages de remise en selle qui sont fréquentés par une majorité de femmes et de milieux populaires, et ben, ça veut dire que le vélo est un facteur d'émancipation. Et puis j'espère qu'on franchira une nouvelle étape, c'est que ce soit des jeunes de milieux populaires qui se saisissent du vélo, parce qu'aujourd'hui, chez les ados, ça reste quelque chose qui est assez marginal. Or, découvrir la liberté à travers le vélo, je pense que comme ça a été fait pour maintenant plein de seniors qui se remettent à faire du vélo à 80 ans et pour plein de gens de milieux populaires dont c'est vraiment un outil de liberté, bah, j'espère que ce sera également le cas pour les ados très bientôt. Donc, vous dites que votre politique de mobilité est en construction. Quelles sont les futures mesures que vous comptez mettre en place en lien avec cette politique? Alors, là, on est un point un peu de croisée des chemins à l'échelle de la métropole. Il ne vous aura pas échappé que malgré les succès électoraux à Grenoble et dans bien des villes tout autour et dans bien des villages également tout autour, la configuration politique au sein de la métropole, qui n'est pas un scrutin direct, qui est un scrutin de deuxième niveau, fait que notre poids, curieusement, notre poids politique en tout cas, a plutôt reculé, et notamment sur l'espace public et la mobilité. Donc on est un peu à une croisée des chemins parce que dans notre programme, on avait compris qu'il y avait un blocage politique des autres formations pour la gratuité pour les 18-25. Nous, ça nous semblait intéressant parce que c'est un moment où on s'émancipe et où la mobilité coûte très cher pour les jeunes. Donc, on disait, prendre d'autres pratiques et gagner des moyens de liberté, ça nous semblait important. OK, on a dit dont acte, on n'y arrivera pas. Donc, on a changé notre fusil d'épaule et on s'est dit, on va faire gratuité pour toutes et tous le week-end et puis après des gratuités pour les plus précaires pour tout le temps. Et cette gratuité le week-end, elle avait pour objectif l'accès à la fois au commerce, l'accès aux loisirs, l'accès à la montagne, bon, bref, plein de choses. Là, aujourd'hui, alors que c'est une mesure qui va se déployer en France, j'en suis sûr, ça a commencé à Nantes, à Montpellier, et je pense que ça va continuer. Bon, le territoire est un peu en panne politiquement sur ce sujet-là. Sur la zone à faible émission, donc la lutte contre la pollution de l'air, nous avions lancé d'abord le premier protocole signé en octobre 2007 en France, celui qui a servi, ce protocole qui a servi aux mesures préfectorales qui ont été étendues ensuite à toute la France, donc c'était vraiment novateur. Nous avons ensuite lancé une zone à faible émission pour les marchandises en préfiguration, puis de façon officielle sur 27 communes, la plus grande de France. Bon, là encore, aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus d'expression politique de ceux qui sont aux manettes, donc du syndicat de mobilité et de la métropole, pour continuer ce chemin précurseur. Donc, on est plutôt dans une logique, on va faire voiture-balai avec la loi qui va nous ramasser gentiment, mais qui, pour moi, est là aussi un écueil, parce que d'abord, la pollution tue, clairement. Elle marque, elle aussi, des inégalités sociales fortes, et que quand on n'arrive plus à se projeter et à faire des projets novateurs, assez vite, en fait, la dynamique d'un territoire peut se ralentir et se stopper. Donc là, on a un enjeu fort. On l'a vécu récemment encore avec l'arrêt des pistes Covid qui avaient été installées sur les quais. Bon, c'est pour moi un recul extrêmement majeur. J'ai d'ailleurs signé un courrier pour demander de les remettre, mais nous verrons ce qui advient. Nous avons repris le pouvoir de police pour pouvoir passer les arrêtés pour faire cela, mais les aménagements doivent être faits par la métropole. On verra ce qui est fait, mais là-dessus, clairement, il y a aujourd'hui un vecteur qui est une croisée des chemins, et j'espère que le territoire redémarrera dans le bon sens, à la fois sur l'ambition de la politique vélo. Sur les piétonisations, on a un peu plus la main. Nous allons mettre en place là, des rues aux écoles, donc devant les écoles de la ville, piétonisées là aussi pour sécuriser puis en faire des lieux de vie. J'espère qu'on reprendra le chemin ambitieux pour le plan de déplacement urbain, pour le vélo, les transports en commun, que ce soit en matière de tarification, de réseau, d'aménagement d'espace public. Très bien. Comme nous l'avons dit, vous êtes nominé au concours du meilleur maire du monde. Quelles sont pour vous les actions majeures de votre mandat ou vos prises de position qui vous ont permis d'avoir une chance de devenir le meilleur maire du monde?
sais pas trop quoi penser de ce concours, pour tout vous dire. J'ai découvert ça dans la presse. Ça m'a fait sourire. Voilà. Ça fait sourire. S'il devait y avoir quoi que ce soit, je ne sais plus quand est leur nomination, mais c'est évident que ce n'est pas pour un individu, mais que c'est évidemment pour un territoire, une administration, la société civile, les élus. Enfin bon, on n'est pas c'est pas comme le Capital Verte où il a fallu remplir des dossiers, montrer ce qu'on avait fait, expliquer. Là, ça sort d'un peu je ne sais où. C'est un clin d'œil sympa, en tout cas, qui permet de continuer à faire parler de Grenoble en bien. Et évidemment, pour le maire que je suis, faire parler de son territoire en bien, ça donne des capacités d'action. Ce n'est pas juste pour se faire mousser, c'est que ça donne des capacités d'action. Et plus on parle des sujets de justice sociale, des sujets environnementaux, des sujets démocratiques, plus les gens ont envie de s'en saisir et plus on s'entraîne à monter notre niveau d'ambition en la matière. Donc, c'est plutôt ça que je vois. Je crois qu'en l'occurrence, on m'a dit que c'était pour les actions autour du Covid. Et c'est vrai que pour le Covid, nous avons été d'abord en anticipation, puisque nous, on a lancé notre cellule de crise en février, alors que vous vous rappelez que fin février, le gouvernement essayait de passer le 49.3 sur les retraites, donc il y avait un léger décalage de phase, et que nous avons du coup été prêts très tôt, dès le premier jour du confinement, pour reprendre la distribution alimentaire qui a pris une ampleur absolument incroyable, pour créer un site de solidarité qui s'appelait Voisins-Voisines, à l'époque, c'était maintenant Volontaires de Grenoble, pour les courses, l'école des enfants, juste pour monter une plateforme téléphonique pour téléphoner aux personnes isolées, pour lancer le festival de culture et de sport, faites comme chez vous. Enfin, bref, on a pris des mesures où le service public a montré sa capacité d'adaptation, son engagement. Je ne parle même pas des scolaires avec les changements permanents auxquels les services ont fait face, mais il y a eu de vraies actions de solidarité et de démocratie locale aussi, puisque nous avons lancé cet été une convention citoyenne Covid qui produit vraiment des résultats parce qu'elle part de l'expérience vécue et donc peut identifier comment accompagner au mieux quelque chose qui est une première dans notre histoire récente en tout cas. Bien, il est un thème, je crois qu'il vous fera peut-être moins sourire par rapport à la nomination au Citchi Meyer Foundation, omniprésent à l'échelle nationale et que Monsieur le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin entend monopoliser et sur lequel vous êtes attaqué localement, c'est la sécurité. On peut repenser à la visite de Gérard Darmanin en août 2020 au niveau du quartier Le Mistral, hein, suite à la vague d'homicides qui avait pu avoir lieu. Comment, vous, à votre échelle, qualifieriez-vous votre politique sécuritaire pour la ville de Grenoble? Oui, alors d'abord, petit bémol quand même. D'abord, le ministre de l'Intérieur n'est pas venu. Ensuite, ce n'était pas suite à une vague d'homicides, hein, c'était suite à un rap, un tournage d'un clip de rap avec des armes factices. C'était un tout. Hein. Il y avait ce clip, mais il y a aussi, qui était fait mention, en tout cas dans les médias, de la vague d'homicides qui avait pu se passer durant l'été 2020. En tout cas, nous avons vécu de façon curieuse, nous avons vécu une période de 4 ans, de 2016 à l'été 2020, sans homicides, en tout cas liés à des règlements de compte ou au trafic. Hein. Il y a eu des drames familiaux, comme il y en a encore eu un au Fontanil hier ou avant-hier, mais c'était 4 ans, je pense que c'était assez unique dans l'histoire de Grenoble. Donc la question de façon plus large, au-delà de ce caractère un peu comique du montage en épingle par le ministre de l'Intérieur de ce sujet à propos d'un clip de rap avec des armes factices, mais pour moi et pour l'association des maires de grandes villes de France, hein, France Urbaine, dont je suis au bureau exécutif, ce qui est important, c'est l'égalité territoriale en matière de sécurité. C'est pour ça que c'est une fonction régalienne, hein, donc la justice, l'éducation, la police, la politique hospitalière, c'est des fonctions régaliennes de l'État et il est important de maintenir, c'est comme ça que nous exprimons et comme ça que la commission sécurité, notre association est présidée par Gaël Perdriau, qui est le maire LR de Saint-Étienne, nous exprimons pour cette égalité républicaine. Là où l'histoire des 20 dernières années, depuis la défaite de Jospin à la présidentielle de 2002, il y a eu
clairement, pour moi, une politique laxiste, et c'est encore celle qu'incarne pour moi le ministre de l'Intérieur actuel. Une politique laxiste, ça se formule comment? Par une politique, qui a un décalage entre les actes et la réalité, c'est-à-dire entre les moyens mis en œuvre et les effets d'annonce. On l'a notamment vécu sous Sarkozy, qui a, comme président de la République et comme ministre de l'Intérieur avant, réduit les effectifs à la fois dans la police et dans la gendarmerie, alors qu'il en faisait des tonnes sur la sécurité. Des objectifs de chiffres qui sont donnés aux forces de l'ordre. Donc, ils ne sont pas là pour assurer la tranquillité des citoyens, mais ils sont là pour faire du chiffre, avec une mise en scène des faits divers qui ne produit pas d'effet. Et c'est pour moi ça l'incarnation du laxisme, c'est que quand vous venez après des assassinats, il s'était déplacé à Nice, à Toulouse, où il y a eu pas mal d'homicides cet été. Quand vous venez dire c'est inacceptable, ça ne se reproduira plus et tolérance zéro, mais que la semaine d'après ça se répète, en fait vous êtes dans une situation où vous montrez vous-même votre laxisme puisque vos mots ne sont pas suivis d'effet. Ça veut dire que vous ne souciez pas de la réalité, mais vous vous souciez uniquement de la communication. C'est ce qui a conduit, là, lors de la visite du président de la République à Montpellier, pendant qu'il était, après avoir fait son tour dans la voiture de la BAC, pendant qu'il était au commissariat, il y a eu une fusillade en même temps dans un quartier de Montpellier. Donc, de mon point de vue, il faut maintenant revenir à des objectifs en matière de sécurité. Pour moi, la lutte contre le trafic de drogue obnubile tous les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Gérald Darmanin. Et en fait, nous sommes en échec en matière de santé publique, puisqu'il n'y a jamais eu autant de consommateurs en France, et notamment, nous avons le record d'Europe de la consommation pour les jeunes, pour les mineurs, pour le cannabis. Échec en matière de sécurité, puisque c'est ça qui pourrit quand même la vie d'un certain nombre d'habitants et de certains quartiers. Échec en matière d'image de la République, parce que nous envoyons nos policiers qui côtoient des dealers, qui côtoient des chauffeurs, et au vu et au su de tout le monde. Et donc, quand ils rentrent chez eux, ils ont forcément une image d'eux-mêmes qui n'est pas très réjouissante dans cette espèce de lutte de gang qui s'organise. Donc, pour moi, c'est un échec patent. Et les dernières décisions prises par le président de la République, qui, à l'inverse de ce qu'il avait dit dans son programme de 2017, durcit encore la loi, alors que nous avons la loi la plus dure d'Europe en la matière, pour moi, c'est une politique de laxisme, parce que c'est une politique de communication qui ne regarde pas quel est le fond du problème. Voilà. Donc, moi, je suis pour le retour à une police de proximité, celle qui avait été définie, la doctrine avait été définie dans les années 90 par Chevènement sous le gouvernement de Lionel Jospin. Une police au milieu des habitants, se fixer des objectifs et regarder les objectifs de fond en comble, puisque vous savez que la France a aussi un score, une performance absolument détestable en matière de récidive, 59% de récidive à 5 ans. Donc, en pratique, là où notre système de sécurité est censé nous protéger et pour nous protéger également, non seulement punir, mais également réinsérer les délinquants, nous sommes en échec total. Donc, on peut continuer à construire des prisons. Nous n'avons jamais eu autant de prisonniers en France. Et pourtant, notre perception de la sécurité n'a jamais, en tout cas, fait des hauts et des bas, mais en ce moment, on vit plutôt un pic où, aussi peut-être parce qu'on est insécurisé par la maladie, insécurisé par le changement climatique, insécurisé par les problèmes de logement, d'alimentation, etc., nous sommes aussi insécurisés sur notre sécurité physique. Et ça me semble détestable. Donc, voilà, notre politique est une politique pragmatique. Alors, là, c'est à l'échelle de la fonction régalienne que je parlais, et du coup, à l'échelle locale, c'est avoir une police municipale qui, elle, fonctionne avec cette doctrine de la police de sécurité, de proximité, et être au milieu des habitants. C'est les gardiens de la paix. Je trouve que c'est force de tranquillité publique. Il ne faut pas oublier que c'est un service public. Donc, c'est en cela que nos effectifs tournent toute la journée, rencontrent des gens, des associations, des commerçants, se déplacent dans certains quartiers et donc font respecter les arrêtés du maire, font aussi la sortie des bars qui n'est plus fait par la police nationale depuis longtemps. En ce moment, ce n'est pas vraiment un problème, mais il n'empêche que ça redeviendra dès la réouverture des bars. Merci. Donc, ce sont aujourd'hui plus de 50 millions de personnes qui vivent dans des aires d'agglomération françaises.
Et les conséquences de ce phénomène peuvent être multiples, comme par exemple un manque de logement, l'explosion des prix de la location, une gestion des déchets hasardeuse. Dans quelle mesure la ville de Grenoble est-elle touchée par ce phénomène? Et plus généralement, quelles sont les solutions à apporter pour une bonne coordination des objectifs de la ville? Alors, il y a différentes choses là-dedans, hein, à la fois sur la politique des déchets, à la fois sur les politiques de logement. Sur les politiques de déchets, nous sommes plutôt vraiment précurseurs, à la fois en matière de tri, puisque nous avons mis en place notamment une filière de tri en l'été 2016, qui nous a permis d'augmenter significativement notre tri, et puis d'initier la collecte des déchets alimentaires, alors que jusque-là, on avait plutôt une politique de distribution de compost, ou bien de compost collectif, mais même de compost individuel. Moi, c'est ce que j'ai depuis une douzaine d'années à la maison, un composteur d'appartement, un lombricomposteur. Là, nous sommes passés à la collecte des déchets alimentaires. Et sur l'usine de compost, il y aura une usine de méthanisation qui permettra de produire du gaz et de réinjecter ce gaz dans le réseau, comme on le fait déjà depuis 2015 ou 2016 sur Aquapol, notre centrale d'épuration, qui là aussi fait de la méthanisation et injecte sur le réseau. Sur la question du logement, alors Grenoble a été un peu à l'abri, on va dire, de cette hausse des tarifs et des loyers qu'ont vécu certaines grandes villes. Le pire, je crois que c'est Lyon, qui a vécu une explosion des tarifs de l'immobilier, que ce soit à l'achat, principalement à l'achat et à l'achat neuf, mais également à l'achat ancien et également en location. Nous sommes en termes d'achat-vente, c'est plutôt stable ces dernières années. Mais malgré ça, nous sommes la troisième ville la plus dense de France. Donc clairement, il y a encore beaucoup à faire en matière de logement, avec 15 000 personnes qui attendent un logement social. Donc la stratégie est de continuer à construire beaucoup de logements sociaux dans les quartiers qui en ont peu, et de continuer l'effort de production du logement social, même si depuis 2-3 ans, c'est beaucoup plus compliqué, puisque la loi de finances 2018 a carrément cassé le modèle du logement social en France en ponctionnant, moi sur le bailleur dont j'étais président, donc il y a 12 000 logements, 55 millions de loyers collectés, 2,5 millions, 3 millions de résultats, qui permettaient de financer la construction de nouveaux logements et de financer des grosses opérations de réhabilitation. Le gouvernement a fait baisser les APL de 60 € par semaine. On a parlé de la baisse pour tout le monde de 5 €, mais en plus pour les locataires du logement social, c'était en moyenne 60 € par mois, plus une autre ponction qui fait qu'on est passé sur les 55 millions de loyers, on nous a pris à peu près 6 millions. Et donc on est passé de plus 2,5, 3 millions à moins 3 millions, avec donc un plan d'économie à faire. Donc là, la fragilité aujourd'hui de la construction de logement social est très forte. Il faudra, essayer de changer les choses à l'échelle nationale, ça ce sera un des enjeux de 2022. Deux, inventer aussi des nouveaux modèles, et notamment des modèles qui permettent, avec les offices fonciers solidaires, de détacher la propriété du foncier de la propriété du bâti. Je crois beaucoup à ce modèle-là, qui permettent d'éviter trop de spéculation sur le foncier, notamment dans un territoire comme le nôtre qui est extrêmement dense. Très bien, nous allons maintenant, dans une deuxième partie, nous intéresser plus largement à l'écologie et la politique. Donc, avec la crise sanitaire, nous avons beaucoup entendu parler du Conseil des scientifiques, qui était au cœur du processus de décision politique. Pensez-vous que cette mise en avant des scientifiques sur la question sanitaire pourrait être un tremplin pour mieux se faire entendre sur les questions écologiques? Le GIEC, maintenant, son message est formalisé, ces processus sont construits. Le Haut Conseil pour le climat, qui là aussi rassemble des scientifiques, produit des avis. Il en a encore produit un en décembre 2020 sur la 5G, par exemple, en reprenant peu ou prou les arguments que j'avançais en juillet dernier. Donc le problème maintenant, c'est de prendre les éléments que nous donnent les scientifiques comme boussole. Le problème du monde dans lequel nous sommes, c'est que finalement, on nous dit qu'on va régler le problème avec plus de la même chose. Là où les scientifiques nous disent, bon, voilà, le terrain
pour le climat des 10 prochaines années, il est à peu près posé. Là où on peut avoir un impact, c'est sur l'évolution du climat sur l'après 2030. Voilà grosso modo le chemin en termes de réduction de gaz à effet de serre qu'il faut prendre. Et derrière, la décision politique, c'est de ne rien faire ou de faire très peu, et particulièrement en France. La loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, son taux de réalisation est, suivant les énergies, entre 8 et 15%. C'est 8% pour le photovoltaïque. Faut que les seuls qui tirent un peu leur épingle du jeu, je crois qu'on doit naturaliser 30% du plan. On est à 1 an de la fin, 2 ans de la fin. 30% du plan pour la méthanisation. Tout le reste, on est entre, oui, je crois que même qu'il y a des énergies qui descendent à 3% de réalisation du plan. Donc, on ne met pas en œuvre. C'est même pas qu'on a un désaccord sur l'objectif. On pourrait dire les écolos, c'est n'importe quoi, je sais pas quoi, ils veulent diviser par 2 la consommation d'énergie en 2050. Mais en fait, c'est ce que la France a voté. Le Parlement français a voté la division par 2 des consommations d'énergie en 2050. La programmation pluriannuelle de l'énergie, ce n'est pas une lubie d'écolo, c'est un machin qui a été voté par le Parlement. Donc, le problème, c'est donc pas le message de la science, il est passé, c'est même pas pour une part de se voter des objectifs, le problème, c'est de passer des objectifs aux actes. Et c'est là que le bas blesse en France, puisque on continue, on l'a bien vu là avec la Convention citoyenne climat, à vider de leur substance toutes les mesures écolo, toutes les mesures de transition, et à protéger les plus riches et les plus puissants, qui n'ont jamais été aussi riches et aussi puissants. Les inégalités de patrimoine s'accentuent en France de façon majeure. Et d'ailleurs, si on a une corrélation entre le vote et un des caractéristiques sociales, aujourd'hui la corrélation, elle montre que la corrélation principale, c'est entre le patrimoine et le vote. Alors, le fait de passer aux actes, comme vous entendez le faire, a entraîné ce que certains qualifient d'une stratégie délibérée du gouvernement à diaboliser votre mouvement et vos idées. À 2 mois du scrutin régional, pourrait, comme je viens de le dire, constater une certaine diabolisation d'Europe Écologie Les Verts. Diriez-vous, vous aussi, que votre parti, vos idées sont diabolisées? Et si c'est le cas, comment expliqueriez-vous ce phénomène de diabolisation? Alors, j'aime pas ce terme de diaboliser parce que c'est le terme qu'on utilisait pour l'extrême droite. La dédiabolisation. Dans les médias, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je le reprends. Mais oui, non, mais c'est effectivement les termes qui sont utilisés. Pour moi, il y a une volonté de discréditer l'écologie politique maintenant qu'elle souhaite arriver au pouvoir. C'est-à-dire qu'à l'époque où nous étions des lanceurs d'alerte et où nous étions des contre-pouvoirs, on nous disait, bon, contre-pouvoirs turbulents, des militants ados, machin, un peu bitniques, ok. Et puis les lanceurs d'alerte, ouais, mais bon, vous hurlez toujours avec les loups, mais en fait, tout va pas si mal, etc. Maintenant que ces messages ont été entendus, on nous dit, en fait, non, vous n'êtes pas assez sérieux. Pour être sérieux, avant, c'était de prôner qu'il n'y avait pas de problème de dérèglement climatique et qu'on pouvait continuer comme avant. Maintenant, être sérieux, c'est de continuer à faire pareil, mais tout en disant qu'il y a un problème. Et donc, on a un problème là de qui est finalement dogmatique, qui est réaliste. Pour moi, les dogmatiques, c'est ceux qui continuent à faire comme avant, en espérant que le résultat change. Et les réalistes, c'est ceux qui se disent, bon, basé sur la science, nous devons changer de façon radicale nos façons de faire dans la société et nous devons le faire maintenant. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais par contre, ça peut être enthousiasmant et joyeux. C'est pas tous ceux qui parlent d'écologie punitive, moi, ça ne me parle pas. L'écologie va redéfinir qu'est-ce qui est essentiel pour nous, que voulons-nous faire de nos vies, de quoi voulons-nous vivre. Comment on reconnecte le monde où on vit et le monde dont on vit, pour reprendre une expression du philosophe Pierre Charbonnier. C'est ce réemboîtement qui permet de retrouver du sens dans nos actions du quotidien. De retrouver du sens dans nos actions du quotidien, que ce soit nos façons de nous déplacer, nous alimenter, mais notre activité économique aussi. Et donc, c'est cette redéfinition d'une certaine cohérence
et d'un certain lien entre notre vie de tout de suite et notre vie de demain, en se disant que notre justice sociale d'aujourd'hui est aussi bonne pour nos conditions environnementales et sociales de demain, c'est ça qui est en jeu. Et je mesure bien qu'aujourd'hui, pour le gouvernement, cette bascule sémantique qui a eu lieu après les municipales, c'est là qu'on a commencé à parler d'ayatollah, d'Amish, de Khmer vert, etc. C'est parce que c'est le seul projet de société qui est en concurrence. Il y a 3 projets de société en concurrence aujourd'hui en France, mais de façon générale assez largement. Un modèle néolibéral de plus en plus autoritaire, qui dit on va continuer à faire de la loi à la jungle. Oui, la vie est une compétition et si nous sommes bien compétitifs, on réussira grâce à la technoscience à résoudre tous les problèmes. Ça, c'est le modèle porté par le président de la République aujourd'hui. Un modèle qui est un modèle plutôt d'extrême droite, réactionnaire, qui dit on va se protéger. Effectivement, tout part en brioche, mais nous, on va vous protéger en mettant des murs tout autour et puis vous verrez qu'on reviendra au bon vieux temps, à l'époque où béni, où c'était mieux avant. Et il y a les écologistes qui portent un projet de société qui redéfinit nos façons de faire, nos façons d'être. Et donc, c'est normal que le gouvernement et le président de la République, qui a tout intérêt à se retrouver face à Marine Le Pen au 2e tour, cherche d'abord à taper sur cet espace-là pour continuer à l'éparpiller façon Pulse, ce que par ailleurs nous arrivons pour l'instant à faire très bien. Donc cet éclatement, tant que nous ne sommes pas meilleurs dans notre capacité à nous rassembler par rapport à ce que nous avons fait en 2017 et 2019, effectivement, ça assure que le président de la République tienne ce totem de meilleur rempart face au RN. On parle d'un barrage. Le barrage, vous savez, il fait rempart face au FN. Le barrage, il utilise l'énergie de l'eau. Donc, le président de la République fait pareil. Il utilise l'énergie du FN pour faire turbiner ses idées, comme un barrage, effectivement. Mais malheureusement, les barrages ne viennent pas ad vitam et nous avons peur que ce barrage-là craque également. Donc, nous souhaitons d'abord rappeler à ceux qui nous regardent qu'ils peuvent poser des questions auxquelles nous répondrons plus tard. Donc, vous parlez du fait que… Alors, moi, j'ai juste un impératif, c'est comme j'ai une autre réunion et qu'il faut que je me déplace entre les deux, j'ai une autre réunion à 20h, il faudrait que j'arrête à 19h45. Ah, c'est un peu en avance par rapport à l'agenda qui s'était donné, mais sinon, je n'arriverai pas à faire ma deuxième conférence à 20h. Du coup, on va vous poser la dernière question. Donc, vous en avez parlé du fait que l'écologie soit arrivée au pouvoir, qu'il faut un rassemblement de la gauche. Donc, Yannick Jadot a appelé à ce rassemblement de la gauche et à se réunir autour d'un projet commun. Une telle coalition des écologistes et des forces de gauche a-t-elle des moyens pour vous de renverser le duel imposé Marine Le Pen, Emmanuel Macron? Ça dépend dans quel espace politique. Ce que je porte, moi, depuis mon engagement politique, c'est cette tripartition dont je viens de vous parler, extrême droite et droite réactionnaire, néolibéraux à caractère autoritaire et l'arc humaniste. Mais l'arc humaniste, il ne met pas, ce n'est pas le face-à-face entre le Parti socialiste et Europe Écologie. Ça, pour moi, c'est la reproduction de 2017. Donc, ça ne crée pas le souffle d'un projet nouveau. Ça dilue en fait un projet de société qui est écolo et un parti qui est en mouvement, qui est en train de bouger, mais qui part d'une social-démocratie dont le principal vecteur, c'était attractivité, croissance du PIB, redistribution. Et donc, sur les 2 premières étapes, il y avait consensus entre le Parti socialiste et les partis de droite. Attractivité, croissance du PIB, c'était pour eux l'alpha et l'oméga depuis que moi je suis jeune. On nous dit qu'on va retrouver de la croissance, ce qu'on ne retrouve pas du tout. Il faut prendre les chiffres de la croissance décennie par décennie, ils sont de plus en plus bas chaque fois. Mais l'horizon, c'était consensus sur attractivité, croissance du PIB. Puis après, il y avait ceux qui voulaient redistribuer et ceux qui disaient on va nourrir les riches, ça finira par couler sur les pauvres. Mais grosso modo, pour résumer, c'était ça. Et donc, nous proposons un autre schéma qui est de réemboîter l'activité économique dans un triptyque que j'ai verbalisé il y a une dizaine d'années et que j'ai reverbalisé dans mon livre Grandir ensemble, qui est comment on garantit les sécurités du quotidien aux membres de la communauté, comment on chérit les biens communs et le vivant, et comment on nourrit le désir de sens. Et donc, nos activités, qu'elles soient économiques, associatives, domestiques, de loisirs, elles ont ces 3 dimensions. Et donc, elles cherchent à se
réemboîter les unes les autres plutôt que de penser que nous sommes tous d'abord des sujets économiques. Non, les êtres humains ne sont pas d'abord des sujets économiques et non, les êtres humains ne sont pas lancés dans une grande compétition mondiale. Quand vous mourrez, on ne vous remet pas votre dossard en disant tiens, Bébert, tu t'es bien battu, tu as fini 2 milliardième être humain sur la planète pendant le temps que tu vivais, c'est bien. Tout le monde s'en fout. Et vous vous en foutez aussi. Donc, la vie n'est pas une compétition. La croissance du PIB n'est pas un objectif de société. Ce que nous pouvons regarder aujourd'hui, c'est comment notre capacité à faire durer notre société et donc ces moyens de justice sociale, de lutte pour de nouveaux droits sociaux ce changement de rapport à l'environnement qui n'est plus un rapport extractiviste, mais où nous faisons partie de l'écosystème. Et donc, nous ne sommes plus les grands dominants, le maître et possesseur de la nature de Descartes. Et ben, en fait, c'est plus notre enjeu. Notre enjeu maintenant, c'est de contrôler notre propre puissance, puisque nous avons la puissance de tout détruire, et qu'en fait, notre liberté et notre émancipation, c'est comment nous pouvons contrôler notre propre puissance. C'est un beau projet de société, un beau projet de liberté et d'émancipation, de contrôler sa puissance pour faire des choses qui aient du sens. Très bien. Nous vous remercions pour ces questions-débats qui, je crois, ont été très intéressantes pour le public. On va pouvoir passer aux questions du public avec une première question donc, de Monsieur Gabriel Sommier qui revient sur vos dires à l'instant. Il vous demande, pensez-vous que la décroissance est un réel modèle économique durable ou plutôt un modèle théorique irréalisable mais qui ouvre de nouvelles voies vers une richesse économique durable? Alors, il y a déjà fort longtemps, avant même de m'engager en politique, j'intervenais sur des conférences dont le titre était « Prospérité sans croissance ». En fait, moi, la croissance est devenue une religion. La croissance du PIB, le PIB est un agrégat et la croissance est une religion. Donc, on peut être croissanciste ou décroissanciste, mais on se positionne par rapport à ça. Moi, ce n'est pas mon souci. Le PIB comme agrégat lui-même n'a pas de sens parce qu'il ne reflète plus, il a reflété pendant les 30 Glorieuses un progrès économique et social. Ça n'est plus le cas maintenant depuis presque 50 ans. Il y a une déconnexion de la progression du PIB qui a encore doublé entre 1974 et 2010, grosso modo, mais ça n'améliore plus de qualité de vie. Ça ne libère plus du temps. Donc, nous avons là un enjeu majeur. Donc, ça ne m'intéresse plus de regarder ni d'être croissanciste ni d'être décroissanciste qui n'aurait pas beaucoup de sens non plus, surtout que dans notre société, il faut faire attention à tout ce qui est cyclique et les risques d'effondrement. On est probablement exposé à une nouvelle crise financière dans les mois ou années à venir, qui aura des conséquences très probables sur l'économie réelle. Donc, ce qui est important, c'est de réinvestir les niveaux du dessous. Quels sont nos objectifs? Notre objectif en termes de mal logement, en termes de chômage, de précarité, d'illettrisme, d'électronisme maintenant, puisque 17% des Français sont en situation d'électronisme et on voit tous les écueils que ça peut mener aujourd'hui pour l'accès aux services publics, mais aussi l'accès à la culture, l'accès aux relations humaines, à plein de choses. Donc, redonnons-nous des objectifs qui soient des objectifs concrets, parce que on peut se donner aussi comme objectif qui est un peu moins concret, mais tout aussi important pour nous, notre espérance de vie en bonne santé, qui a plutôt tendance à faiblir. Les inégalités d'espérance de vie sont majeures. Vous savez que dans les Hauts-de-France, où je me rends là, ce week-end, l'espérance de vie est de 4 ans inférieure à la moyenne nationale. Il y a là une inégalité sociale majeure. Donc, moi, quand j'ai commencé à bosser comme jeune ingénieur en usine, là, en 96, la première chose qui m'a choqué, il y avait des ouvriers qui bossaient en 3-8, c'est qu'il y avait 10 ans d'espérance de vie entre un employé de bureau et quelqu'un qui bossait en 3-8. 10 ans d'espérance de vie. Pour moi, c'est des choses qui sont restées ancrées en moi de façon très forte. Donc, je ne suis pas religieux, donc je suis agnostique en matière de croissance, ni croissanciste, ni décroissanciste. Très bien. Par contre, je crois à la prospérité fondée sur des politiques concrètes du quotidien. Merci. Une autre question du public revient sur la politique extérieure d'Europe Écologie Les Verts. Donc, on connaît les différentes positions d'Europe Écologie Les Verts sur l'économie, l'environnement, mais quel est votre positionnement géopolitique vis-à-vis de la Chine, de la Russie ou du Brésil, par exemple, ou encore sur notre présence militaire dans les différents théâtres d'action extérieure?
Ouais, ça, c'est des questions qui sont très intéressantes et sur lesquelles je travaille beaucoup depuis un an ou deux. Parce que jusqu'à présent, les écologistes avaient des positions dans le domaine, mais ces positions n'étaient pas des positions qui avaient pour objectif ou comme dessein de se confronter aux réalités. Dans le sens où, comme quand on allait à la présidentielle, c'était pour savoir si on allait faire 2, 5 par miracle ou éventuellement plus sur un tremblement de terre, mais toujours est-il que ce n'était pas pour gagner. Bah, la façon dont vous construisez le programme est adaptée à cela, est adaptée aux défis que vous vous donnez. Et donc, si vous n'y allez pas pour gagner, bah, vous prenez des positions qui sont plus radicales sur le monde tel que vous aimeriez qu'il soit. Et donc, ça peut être d'être pour le désarmement mondial, ça peut être pour être plein de choses. Bon. Quand vous vous projetez dans une élection en disant que vous pouvez vous retrouver aux manettes, bah, évidemment, les choix que vous faites en la matière sont beaucoup plus précis et circonstanciés. Et en matière de géopolitique, pour le faire vite, mais pour brosser un peu quelques éléments forts, la géopolitique, elle vise à, défendre la France, donc défendre la communauté française, défendre ses intérêts, promouvoir ses valeurs, et donc elle s'articule autour d'un certain pragmatisme. Donc, pour moi, ça m'a toujours fait sourire. Enfin, sourire, c'est pas le mot parce que je trouve ça très énervant, mais des campagnes présidentielles où on stigmatiser telle ou telle position, en pratique, une fois que le président est élu, on sait qu'il va aller bosser avec tout le monde. Voilà. La France est une des grandes nations de la planète, un des 5 membres de l'ONU à avoir un siège au Conseil de sécurité. Donc, de toute façon, la France va aller travailler avec tout le monde. Elle ne peut pas aller expliquer la vie, elle peut défendre des points de vue dans des relations commerciales, elle peut défendre des points de vue en y intégrant les facteurs des droits de l'homme, mais penser qu'elle va expliquer la vie aux Chinois ou d'ailleurs aux Américains, tout pareil. Ce qui est marrant, c'est que là, nous vivons dans une période qui est atlantiste. Depuis que Nicolas Sarkozy, président de la République, a décidé en 2009 que la France rejoignait l'OTAN. Vous savez que De Gaulle avait décidé de quitter l'OTAN, je ne sais plus, en 66 de mémoire, peut-être que je dis une bêtise, réintégration en 2009, mais depuis, il y a un certain atlantisme, et donc on va faire la leçon à des pays potentiellement dans la géopolitique qui ne sont pas des amis, mais on choisit à qui on va faire la leçon. Typiquement, on a reçu Al-Sisi, président égyptien, en grande pompe, et on va aller cartonner son voisin parce que lui, ce n'est pas notre allié, qui se rebelle contre l'autorité, et en l'occurrence l'autorité américaine. Donc en la matière, je suis plutôt multilatéraliste, donc je ne suis pas atlantiste, mais si je suis président un jour, je ne sortirai pas de l'OTAN, parce qu'une fois qu'il faut éviter les allers-retours trop brutaux, on y est rentré en 2009, maintenant il faut travailler dans ce cadre-là. Conserver la dissuasion nucléaire, mais associer cette dissuasion nucléaire, elle ne peut l'être que dans un cadre où il y a une souveraineté. Donc la souveraineté aujourd'hui, c'est une souveraineté qui est nationale. Ça pourra changer peut-être un jour si on se retrouve avec une Europe fédérale et une souveraineté européenne, mais aujourd'hui, on peut faire des coopérations de défense européenne, mais il faut être clair sur la défense est associée aux questions de souveraineté. Conserver le siège au Conseil de sécurité de la même façon, et développer par contre une politique, notamment en Afrique. La sortie de la France-Afrique est toujours pertinente, et on vient de le voir là avec ce qui s'est passé au Tchad et le déplacement du président de la République au Tchad qui, de mon point de vue, cette marque de soutien n'est pas du tout adaptée et n'est pas ce que les Tchadiens attendent de la France aujourd'hui. Donc voilà, il y aurait sans doute beaucoup à dire en la matière, mais c'est clairement en tout cas un regard qui est à la fois ambitieux en matière de géopolitique, mais qui est aussi pragmatique, et donc éviter de faire des grandes leçons pour derrière mettre en œuvre, une fois qu'on est élu, des choses beaucoup moins réjouissantes et vivre ce décalage. On va revenir pour une dernière question. On sait que vous êtes pressé dans le cadre municipal. Une question de Paul Chomara qui se demande
et qui vous propose de répondre. Lors de la campagne municipale, beaucoup vous ont reproché de ne pas avoir de bilan concernant l'impact des mesures en faveur du vélo. Qu'en est-il aujourd'hui? Le bilan carbone du vélo est-il inférieur aux embouteillages formés à la périphérie de Grenoble? Alors, d'abord, la pollution baisse à Grenoble. Ça, il faut regarder les sites d'Atmo qui publient les chiffres. Donc, la pollution baisse et elle baisse de façon importante. C'est à peu près 30% en l'espace de 10 ans. Notre objectif, nous, c'est d'atteindre les seuils de l'OMS en 2030. Si nous atteignons ces seuils de l'OMS, ce qui nécessite quand même une politique volontariste en matière de zones à faible émission, de sortie du diesel, d'un horizon pour la sortie du thermique, etc. Mais c'est 3 mois et demi d'espérance de vie qu'on rend à chaque habitant du territoire. Donc ça, c'est important. En matière de bouchons, l'évolution des bouchons est plutôt liée aux travaux de la 480 qu'à autre chose récemment. Et puis ça va continuer puisque maintenant on démarre ceux du Rondeau, qu'on avait porté dans notre campagne de 2014 d'ailleurs. Donc là, on était je crois, 3e sur le classement des bouchons en 2013. On est descendu jusqu'à la 7e place avant les débuts de travaux de la 480. On est remonté, je ne sais plus combien, 4e, je crois, dans le dernier classement. Bon, après, il y a différentes formes de classement, mais grosso modo, on peut dire de toute façon que les accès de Grenoble sont embouteillés, que, je l'espère, le RER grenoblois que nous appelons de nos voeux, cadencé qui traverse les vallées. C'était d'ailleurs le président du conseil régional actuel a évoqué également cette question le mois dernier, nous permettra de changer la mobilité d'accès à la métropole. Et après, la part des déplacements en vélo, à pied, n'oublions pas que les 2 tiers de nos déplacements font moins de 3 km, et en transport en commun continueront de monter pour réduire ces bouchons. Et puis l'autre vecteur, c'est évidemment le covoiturage. On a obtenu en septembre 2018 le lancement de la première voie de covoiturage sur autoroute en France. Bon, pour l'instant, c'est une expérimentation balbutiante, mais j'espère bien que ça deviendra là aussi la norme, le covoiturage et l'autopartage. Moi, j'ai plus de voiture depuis 2015 et malgré ma pratique de la montagne, du camping, 4 enfants et pas mal de matériel à trimballer, et ça fonctionne très bien. Donc, je vous invite toutes et tous à lâcher vos voitures individuelles pour passer à plein d'autres moyens de transport. Mais toujours est-il que voilà, la pollution baisse clairement. Alors après, elle baisse évidemment de façon beaucoup plus massive sur les endroits qu'on a réaménagés. Donc là, il peut y avoir des reports, évidemment, même si l'évaluation de ces reports était positive. Mais toujours est-il que ce qui est important, c'est de continuer à avoir des politiques volontaristes en la matière pour les piétons d'abord. C'est élargissement des trottoirs, plantation d'arbres, c'est les 2 vecteurs qui facilitent la marche. Les vélos avec la sécurisation, c'est la continuité et la sécurisation qui fait exploser la pratique du vélo, les transports en commun, le covoiturage et l'autopartage. Bien, merci Monsieur le maire, Monsieur Piolle pour cette conférence qui je crois est un plaisir avec Flavie à modérer. J'espère que le public a apprécié cette conférence. Je vais laisser le mot de la fin à notre cher président Maxime Frison pour conclure le bal. Oui, concluons le bal du coup. Donc la caméra se remet. Merci beaucoup Monsieur Piolle pour votre intervention et pour avoir partagé avec nous sur cette belle ville de Grenoble que nous aimons tant. Nous vous remercions profondément et nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et nous vous disons à vous tous merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine conférence, c'est-à-dire demain avec Hubert Védrine pour une conférence autour de la question du monde d'après. Voilà, nous remercions J'aime Grenoble École de Management, notre école, pour sa participation en tant que notre partenaire. Et nous vous remercions à vous d'être toujours aussi nombreux à nos conférences. Merci Monsieur Piolle et bonsoir. Merci beaucoup. Bonne soirée.